Une nouvelle semaine s'achève, place à un nouveau numéro de votre émission de débat et d'analyse sur les actualités marquantes. Au sommaire donc de ce numéro, bien sûr, la sanglante attaque terroriste du mercredi dernier sur l'axe Dori-Arbinda qui a fait 80 morts. C'est un mois d'août particulièrement meurtrier. Au moins 130 morts sont dénombrés en moins de 3 semaines. À débattre également ce dimanche, l'ouverture du procès relatif à l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Après 34 ans d'attente, l'historique procès s'ouvre enfin le 11 octobre prochain. Le dernier sujet relatif à la situation en Afghanistan, où après 20 ans de présence, l'armée américaine a plié bagage, laissant le pays aux mains des insurgés talibans. Ils se sont emparés du pouvoir le dimanche dernier. Quel enseignement pour les pays sahéliens? Nos invités sont confortablement installés. À ma droite, donc, il y a Idrissa Birba, journaliste et rédacteur en chef du journal Le Quotidien. À côté de lui, il y a Ladji Bama, journaliste indépendant. En face donc de Ladji Bama, il y a Blaise Kientega. Oui, Blaise Kientega, directeur de YAM Info et journaliste également. Puis enfin, Juvenal Sommet, journaliste et rédacteur en chef du... Oui, rédacteur en chef et journaliste du Quotidien, n'est-ce pas? Non, journaliste consultant, directeur. Journaliste consultant, pardon, excusez-moi. Exactement. Juvenal Sommet, journaliste et consultant, directeur exécutif de Africa Initiative for Book and Culture. Merci beaucoup à tous, merci chers invités. Mais avant de poursuivre, sachez qu'il y a Gabriel Kambou, le journaliste correspondant de presse qui devrait être des nôtres ce matin, qui a appris malheureusement que son petit frère est resté dans l'attaque sur l'axe Dori-Arbinda. Au nom de tout le personnel de la direction générale de la télévision BF1, nous lui présentons toutes nos condoléances à lui ainsi qu'à toutes les familles endeuillées par ce drame. Alors, 80 morts, c'est le lourd bilan enregistré cette semaine. La question que tous se posent, comment on en arrive à là? Comment on parle de 400 terroristes déroutés? Comment 400 personnes peuvent-elles se déplacer pour attaquer un convoi sécurisé par les forces armées nationales? Comment tout ceci est possible sans que le réseau des informations de nos forces armées nationales ne soit alerté? Okay, merci. Comme il est de coutume à mon niveau, lorsqu'on parle des attaques terroristes dans notre pays, je voudrais d'abord avoir une pensée pieuse à l'endroit de toutes ces familles-là qui ont perdu un soldat parce qu'il est parti défendre le Burkina Faso. Je voudrais avoir une pensée aussi, surtout pour les femmes, c'est-à-dire que les femmes qui ont perdu un mari, parce que ce mari-là est parti pour défendre le Burkina Faso. Et quand je pense à ça, ça m'amène, j'écoutais récemment une émission où une dame expliquait un peu le traumatisme qu'elle a. Non seulement elle a perdu son mari, mais il y a leur petite fille. Leur petite fille à qui elle a fait croire que le papa est parti en mission. Une mission qui dure depuis 6 mois. Et lorsqu'on tape à la porte, la petite fille, même quand elle dort, se réveille. Pour voir à la porte, ce n'est pas le papa qui arrive de mission. Ce papa-là ne reviendra plus. Il est mort. Donc, une autre pensée, c'est aux blessés. Aux blessés qui souvent sont oubliés, entre griffes. Je voudrais en tout cas profiter, interpeller les plus hautes autorités de ce pays-là. Je parle du président du Faso, chef suprême des armées, je parle du président de l'Assemblée nationale et de tous ceux qui peuvent contribuer en tout cas à prendre en charge ces blessés-là. Parce qu'on voit dans ce pays, pour certains, pour un petit palu, ils vont prendre l'avion pour aller à l'extérieur. C'est le moment en tout cas de s'occuper de ces blessés, des guerres qui sont partis sauver notre pays. Alors pour répondre à votre question, personnellement, je ne sais plus, quand on parle du terrorisme, ce qu'il faut dire. Je ne sais plus ce qu'il faut dire. Il y a plusieurs forces en présence sur le terrain. Quand vous prenez par exemple la force Barkhane, au commencement était la force Barkhane, qu'on disait. Je vais vous lire à peu près ce que la force Barkhane représente en termes d'hommes et en termes de moyens humains. En 2014, lorsque la force Barkhane naissait, c'était environ 3000 hommes. En 2018, c'est passé à 4000. En 2020, à 4500. Ça, ce sont les hommes sur le terrain. Le moyen matériel, tenez-vous bien. En 2020,
Le moyen matériel, c'était 200 véhicules logistiques, 200 blindés, 4 drones, 6 avions, 20 hélicoptères de combat. La question que moi je me pose actuellement, qu'est-ce que font exactement ces hommes-là sur le terrain pour qu'à chaque fois c'est toujours la même chose? Et la question c'est pourquoi. Mais là, on veut savoir comment nous, dans notre contexte, le cas de cette dernière attaque sur l'axe Dori-Armida, comment on en arrive là? Comment mais c'est ça, 400 personnes peuvent-elles se déplacer? On imagine qu'elles sont armées sans que le réseau d'information burkinabé ne puisse être alerté. Comment est-ce que c'est possible? Mais c'est ce que je suis en train de te dire. La question que je me pose, c'est comment avec tous ces moyens-là, des drones, des hélicoptères de combat, on n'arrive pas justement à voir, à prévenir. Et à chaque fois, c'est quand il y a attaque maintenant qu'on se déploie. Donc, tout le monde se pose la même question. Et il faut qu'on se pose les bonnes questions. Voilà. Là, Djibama, peut-être un début de réponse? Peut-être qu'il y a plusieurs éléments qu'on peut mettre ensemble pour répondre à une telle question. Hein. Mais il y en a qui sont les plus, je vais dire, les plus en vue. Notamment, moi, à mon niveau, en tout cas, quand je regarde ça, une des réponses les plus évidentes qu'on puisse donner, c'est que on n'a pas peut-être les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut pour gérer cette crise. Ça, c'est un élément qu'on peut mettre dans le panier. Je le dis pourquoi? Parce que quand on regarde depuis le début de cette crise, quand on regarde la gestion, moi, je l'ai toujours dit, je ne vois pas de lisibilité dans notre lutte. Je ne vois pas de stratégie, je ne vois pas de vision en termes de stratégie qui est mise en place pour contrecarrer ces gens-là. Doublé de ça, il y a comme une certaine démission de ceux-là qui devaient s'occuper de façon vraiment déterminée de cette crise. Il y a une démission, doublée encore d'une sorte de complicité. De plus en plus, ça se voit parce que, comme il le disait, on ne peut pas comprendre que tout ça puisse se faire sans qu'on ne puisse pas même apporter un début de riposte. Parce que c'est ce qu'on constate sur le terrain, on ne sent pas un début de riposte à tout ce qui se passe. Et c'est ce qui m'amène à penser qu'il y a peut-être de la complicité aussi quelque part, y compris même au sein de ceux qu'on ne peut pas imaginer dans cette complicité. Au plus haut sommet de notre État, moi j'imagine qu'il doit y avoir une complicité. Il y a des gens qui gagnent dans cette situation-là aujourd'hui. Moi j'y pense de plus en plus. Parce que, regardez par exemple, moi quand j'y pense, comment ces terroristes-là, ils arrivent à s'approvisionner, ne serait qu'en carburant. Parce qu'il dit déplacement de tout ce monde-là, en termes de moto et tout ça, de voitures et tout ça, c'est du carburant qu'ils mettent dedans. Où ils gagnent ce carburant-là? On sait que le Burkina ne produit pas de carburant. Ils importent tout ça des pays voisins, notamment du Togo, du Bénin, à la limite. Qu'est-ce qui nous empêche d'assécher cette ressource-là en carburant? Mais quand on regarde, quand j'écoute souvent les gens, il y a une certaine complicité. La difficulté est qu'on ne peut pas dissocier forcément le terroriste des citoyens civils qui vaquent paisiblement si on veut, on peut bien. Puisque c'est quoi? La décès de carburant au Burkina, c'est quoi? On sait que le carburant, n'importe qui n'importe pas du carburant au Burkina. C'est la Sonabi qui gère ça. Comment se fait-il que les gens arrivent à s'approvisionner de façon parallèle en carburant au Burkina? Parce que ça, c'est une réalité. Écoutez un peu les gens, il y a tout un réseau de contrebande de carburant, mais c'est démentiel ce qui se passe. Et les gens sont au courant, plusieurs autorités du pays sont au courant. Le réseau, il a son cerveau qui est basé à l'est là-bas, qui a tout un arsenal pour vendre du carburant. Tout le monde est au courant, les autorités sont au courant, les forces de l'ordre sont au courant, mais on le laisse faire. Ils approuvent ces terroristes-là et continuent de faire ce qu'ils veulent. On tue les gens et c'est comme si, bon. Et moi, finalement, je pense qu'il y a des gens qui gagnent dans cette situation. Les mois qu'on décompte les jours, on n'est pas un problème. C'est leur fric qui les intéresse, y compris au sein de nos autorités. Il y a des gens qui gagnent dans cette crise. C'est pourquoi on en est jusqu'à présent dans cette situation où on n'évolue pas. Moi, j'y crois de plus en plus. Blaise Kintra. Je pense que cette attaque, pour moi, je l'aborderai sur l'ordre sociologique. Et je pense que le degré, c'est une attaque qui a montré en fait le niveau en fait d'installation en fait de cette hydre-là en fait dans les zones qui sont régulièrement en proie à cette situation. Parce que vous l'avez sans doute dit, s'il n'y avait pas
s'il n'y a pas des gens en interne qui laissent faire au niveau donc, de ces zones-là, naturellement, on ne peut pas se déplacer avec un si grand nombre. Et donc, juste après l'émission passée, ça fait très longtemps que j'avais révisé mes cours donc, de peuplement de Burkina Faso. Je suis reparti jusqu'à la Genèse au XIIe siècle, etc., pour vérifier un certain nombre de choses. Mais je pense que l'autre réalité aussi qui est sur le terrain, c'est que c'est la réflexion que ces gens-là font. Ils sont assez stratégiques du point de vue de comment amener les populations à collaborer avec eux. Et je pense que si on veut aussi gagner cette guerre-là, c'est de travailler sur cet angle sociologique-là. Il y a une ONG au Sénégal qui a fait un merveilleux rapport qui a montré en fait le degré faible de collaboration entre les populations locales avec donc, les FDS. Et ils ont fait un certain nombre de recommandations. Et ces recommandations-là, je ne suis pas militaire, mais Vladimir Poutine disait qu'il faut le feu, tuer le feu. Si les gens utilisent en fait, un certain nombre de méthodes qui ne sont pas des méthodes, j'allais dire, classiques, il ne faudrait pas, pour lutter avec eux, utiliser des méthodes classiques. Et donc, pour cette attaque, je pense qu'il faut aussi qu'on travaille sur l'aspect sociologique. Au niveau des forces de défense et de sécurité, parce que l'ONG a recommandé, en fait, une meilleure implication donc, d'un certain nombre d'FDS dans ces zones-là, parce que c'est essentiellement important, parce qu'à la fois, il y a un certain nombre de barrières, aussi bien barrières linguistiques, connaissance du terrain, etc., etc. Je pense que les VDP avaient été un début de réponse pour ça, mais quand on regarde le mécanisme de fonctionnement des VDP, en fonction des zones, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est de tenir compte de cette réalité sociologique, intégrer un certain nombre d'acteurs qui, à la fois, ont une certaine facilité de la connaissance du terrain. Autrement dit, moi, je pense que si, effectivement, comme M. Bama l'a dit, un certain nombre de personnes sont impliquées, ça veut dire qu'on n'est pas encore sorti donc, de l'ornière. Et je pense qu'aujourd'hui, aucun Burkinabé n'a intérêt donc, à s'engager dans une telle aventure, parce qu'on a perdu suffisamment de Burkinabés dans cette crise. Et je pense que si on travaille aussi la communication, on pourra arriver à bout donc, de ce terrorisme. Et ce qui a manqué surtout au niveau militaire, c'est comment est-ce que ce convoi-là peut partir sans qu'on tienne compte aussi de possibilités. Parce qu'il ne faut pas se dire que bon, la zone est sous contrôle sans avoir d'abord les outils de s'assurer que la zone est sous contrôle. Et quand il y a des situations comme ça, ne serait-ce qu'une riposte aérienne ou bien un support de d'autres forces interposées dans cette localité-là, ça pourrait permettre aussi que la riposte soit au-delà donc, de ce qu'on a vu. Juvénal Somé, est-ce qu'il y a lieu de s'interroger, il y a lieu de se poser des questions en lien avec ce que Blaise Dienthiga disait tout à l'heure, en lien avec la complicité au haut lieu? Bon, je voudrais d'abord, comme les autres l'ont dit, présenter nos condoléances à toutes les familles, militaires et civiles, tous ceux qui ont perdu un être cher, en tout cas dans cette nouvelle attaque, y compris, comme vous le soulignez, à notre ami et frère Kambou également, lui présenter nos sincères condoléances. Et vraiment reconnaître avec les autres que c'est déplorable, hein. Mais moi, j'ai toujours eu, depuis le début, la conviction que nous avons une réponse qui est en retard par rapport, évidemment, à la crise, parce que la réponse que nous apportons depuis 2015, depuis 2016, est une réponse conjoncturelle. Alors que, de mon point de vue, il fallait, depuis le début, inscrire cette lutte contre le terrorisme dans une approche structurelle. Aujourd'hui, nous en sommes là, et nous en sommes encore aujourd'hui à rattraper un certain nombre de choses qui aurait dû l'être depuis 2015, voire depuis 2016. Et c'est bien ce que les autres disaient tout à l'heure. Aujourd'hui, on voit, selon moi, des tentatives de réponse, des bribes de réponse, soit du côté militaire, soit du côté social, soit du côté économique, mais je vois des bribes de réponse qui sont déconnectées les unes aux autres. Ça ne peut pas marcher comme ça aujourd'hui, parce que, à cette allure, les terroristes auront toujours évidemment une longueur d'avance sur nous. Et de toute évidence, il semble effectivement, quand on regarde le mode opératoire, quand on regarde la façon dont ils opèrent, ils ont visiblement une longueur d'avance évidemment sur nos forces de défense et de sécurité. Comment cela peut s'expliquer dans un État qui est censé être organisé, structuré,
ils ne peuvent pas être à ce point à chaque fois, avoir une longueur d'avance sur nous. Ça veut dire que quelque part, j'ai souscrit à l'idée qu'il y a manifestement soit un manque de vigilance, soit de la complicité quelque part, mais ces attaques récurrentes avec le même mode opératoire, pratiquement sur les mêmes axes, de la même manière, avec toujours un nombre de victimes élevé, ça pose manifestement un problème en termes de riposte. Est-ce qu'il n'y a pas effectivement, comme disent les autres, des gens qui travaillent à l'intérieur du système contre le système lui-même? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui aujourd'hui sont plutôt dans la logique que c'est une crise dont ils se nourrissent? Je pense qu'aujourd'hui, si on n'apporte pas si on ne pose pas les bonnes questions, on n'apportera pas les bonnes réponses. Mais je suis entièrement d'accord que la récurrence de ces attaques montre manifestement qu'il y a des gens qui travaillent contre les intérêts de leur propre pays. Ce que je voudrais ajouter, vous savez, il y a de cela quelques mois, on parlait d'un problème de management, d'un problème de commandement. Ensuite, on parlait de problèmes de moyens. Les forces de défense n'ont pas les moyens sur le terrain. Et ce qui a amené justement d'ailleurs le président du Faso à mener des opérations, des changements au niveau du gouvernement. Il a pris le ministère de la Défense, appuyé par un ministre délégué. Il a nommé un nouveau ministre de la Sécurité. Et il a même rencontré les différentes forces de défense et de sécurité pour essayer de comprendre vraiment ce qui ne va pas. Et jusqu'à présent, je crois qu'il n'y a pas grand changement sur le terrain. Alors que le président du Faso joue gros dans cette histoire. Parce que si lui, en tant que ministre de la Défense, il ne peut pas, je ne sais pas qui il va mettre encore. Puisque c'est lui le dernier rempart. Donc vraiment, il y a quelque chose à faire. Et ce que je voudrais ajouter aussi, c'est qu'actuellement, la lutte là, elle ne peut pas être gagnée par le Burkina Faso seul. Ce que, par exemple, certains pays voisins ignorent, c'est que si, je touche du bois, si le Burkina Faso est envahi par les terroristes, les pays voisins vont en pâtir. D'ailleurs, il y a des incursions au niveau de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Ce que moi je voudrais, c'est qu'il est temps maintenant que l'Afrique de l'Ouest se prenne en charge. Vous savez, à une certaine époque, il y avait une force au niveau de la sous-région. Non, au niveau de la sous-région, au niveau de la CEDEAO, les Comores. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. En tout cas, il y avait une force qui était dirigée par le Nigeria et qui intervenait. Pourquoi ne pas s'unir au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour créer une force sous-régionale qui va intervenir au Mali, au Niger ou au Burkina, au lieu de laisser à chaque fois faire toujours confiance à la France et qui manifestement, elle est présente, mais pas pour les intérêts des pays du G5 Sahel. Qu'est-ce que les moyens dont j'ai cités précédemment, pourquoi avec tous ces moyens-là, les moyens dont j'ai cités, c'est Barkhane. Qui dit Barkhane dit la France. Oui. Alors, qu'est-ce que, avec tous ces moyens-là, pourquoi on n'arrive pas à neutraliser les terroristes? C'est la question qui reste toujours posée. Parce qu'actuellement, c'est vraiment des questions qu'on se pose. Parce que concrètement, nous, on a trop dit, on a trop écrit, on a trop accusé. Et il est temps d'agir maintenant. Il est temps d'agir maintenant. D'accord. Voilà. Alors, l'autre question, l'autre volet, c'est bien sûr la manière de communiquer du gouvernement qui a fait beaucoup de bruit. D'abord, on annonce un communiqué qui parle de 47 morts. Et quelques heures plus tard, on se rend compte que sur le terrain, des sources locales parlent d'un bilan largement au-delà. Finalement, le gouvernement se rétracte. Un nouveau communiqué est fait le lendemain qui revient maintenant avec ce nouveau bilan de 80 morts. Et de l'autre côté, il y a la gendarmerie qui annonce aussi son bilan. Le gouvernement parle de 58 terroristes. La gendarmerie nationale parle de 80 terroristes neutralisés, 400 déroutés. Finalement, on ne sait plus à qui croire. Il n'y a vraiment pas de coordination. Je peux comprendre que sur le champ, le décompte ne soit pas ça parce que ça peut évoluer. Mais je souhaitais quand même que les prochains communiqués, je ne souhaiterais pas qu'il y ait des prochains communiqués par rapport à ces gens, des trucs. Les prochains communiqués, on précise que en fait, c'est provisoire. Parce qu'on ne peut pas donner, puisque nous, en tant que journalistes, la source officielle, c'est quoi? C'est le gouvernement. Le gouvernement donne sa source, nous, on va se baser sur la source parce qu'on ne veut pas aller de gauche à droite. C'est le gouvernement, notre source officielle. Donc, je crois qu'il est temps que le gouvernement prenne le temps nécessaire, vérifier, faire des recoupements avant de nous prendre des communiqués souvent qui nous énervent. Là, du moment, un mot sur cette manière de communiquer du gouvernement? Non, moi, je ne me suis jamais fait d'illusion sur cette façon de communiquer du gouvernement. Il ne faut pas croire que c'est fortuit. Hein. Ça procède d'une volonté
de déni de la réalité. Moi, j'ai vu ça depuis très longtemps. Ont-ils caché Oui, intentionnellement ça date pas d'aujourd'hui. les morts? Moi, en 2019, je me rappelle que dans la même localité d'Arbinda, il y avait eu une attaque là-bas, où nous avait parlé de quoi, de combien de militaires tombés, 7 je crois, combien de civils, je crois 32. Il y avait 32, mais on ne pouvait pas nous dire le nombre exact. On nous dit non, des dizaines de civils. Et on a 80 terroristes tués. On avait un chiffre rond de 80. Moi, j'avais dit que je doutais beaucoup de ces chiffres-là. On était tombé sur moi à Blarak aussi. On m'a traité même de complice de terroristes. Mais aujourd'hui, la réalité est là. Les gens veulent pas dire la vérité sur cette lutte contre le terrorisme. Les gens veulent mentir. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je suis surpris que ce soit maintenant que les Burkinabés ouvrent les yeux pour comprendre ça. Vous pensez que c'est un déni de la réalité. Il y a eu du mensonge? Mais c'est clair. Même quand les gens tentent de rattraper pour dire non, c'est parce que les chiffres ont évolué. Mais soyons pas dupes. Le monsieur du moins, parce que je ne l'ai pas vu, j'ai entendu que la voix, que VOA a interviewé. Oui. Qui a mené, je suis sûr même que c'est d'ailleurs qui cette était sortie, sur les lieux de l'enterrement. Oui, voilà, c'est ça qui a mené ce deuxième communiqué du gouvernement. Quand on écoute ce qu'il dit, son bilan qu'il fait, c'est suite à l'enterrement, dans la soirée du 18, qu'il fait son bilan. Il voit qu'il y a eu 69 qui ont été atterrés sous ses yeux. Mais le communiqué du gouvernement est intervenu quand? Dans la nuit vers 22h, qu'il y a eu le communiqué sur le site du ministère de la Communication. À 22h, l'enterrement a déjà eu lieu je crois, dans la fin d'après-midi. Le gouvernement, quand même... Non, l'enterrement s'est poursuivi jusqu'autour de 1h, 2h du matin. Oui, mais toujours est-il que celui qui a intervenu sur le VOA, c'est à la fin de l'enterrement qu'il a pu faire son point. Mais qu'est-ce qui a empêché le gouvernement de pouvoir donner son... Et en plus de ça, le lendemain, avant de faire ce deuxième communiqué, avant que VOA ne fasse cet élément-là, jusqu'à vers 22h, pour qu'il fasse le communiqué du lendemain, tout ce temps-là, même si l'enterrement c'est prolongé jusqu'à 1h, même jusqu'à 6h du matin, qu'est-ce qui a empêché le gouvernement plus tard vers 8h, 9h, de faire ce nouveau communiqué pour nous dire la vérité? Il a fallu attendre dans la soirée encore vers 22h, après que la vidéo de VOA commence à circuler sur les réseaux, pourquoi on vient nous dire ça? Mais il ne faut pas être aussi naïf. Il y avait une volonté de cacher la vérité. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je l'ai perçu depuis très longtemps. Une vérité qui fait mal, qu'on ne veut pas que les gens sachent. Mais je trouve que ce n'est pas intelligent. On ne peut pas cacher la vérité dans cette situation. C'était à peu près le même tâtonnement. Hein? L'attaque de Tunis, vous vous rappelez? L'attaque de Tunis où il y a une radio même qui a eu des problèmes là. Par rapport aux chiffres, par rapport où ils sont revenus, ils ne sont pas revenus. C'était à peu près la même chose, la même cacophonie. D'accord. Voilà. Le gouvernement a-t-il voulu cacher la réalité des choses sur le terrain? Bon, à vue de par la façon dont ça s'est passé, oui, on pourrait le dire, mais moi, je pense aussi que depuis le début de cette crise, on a beaucoup parlé de la communication. Je disais un jour sur ce plateau ici que Hitler a mené certaines offensives avec uniquement des slogans. Hein, et quand on ne comprendra pas ça et qu'on ne mettra pas un système de coordination donc de la communication en de pareilles circonstances, on risque en fait de voir la population, effectivement, quand vous voyez ces théories qui commencent à naître sur en fait, la volonté réelle du gouvernement d'agir, c'est suite à cela, on voyait des activistes qui alertaient souvent en fait, sur un certain nombre de mouvements donc, de ces groupes djihadistes-là, mais après, la réponse n'est pas à la hauteur, donc des alertes qui sont données. Par exemple, vous voyez des gens qui donnent des alertes qui disent qu'il y a des mouvements dans cette zone, mais après, il n'y a pas une communication dans ce sens-là, et c'est ce qui a valu l'emprisonnement du jeune de l'autre côté, au niveau de Kaya. Je pense qu'il faut de plus en plus en fait, harmoniser la communication, et je me dis aussi que c'est parce que c'est vrai que ça fait 6 ans qu'on est là-dedans, mais moi je suis de ceux qui pensent qu'en situation de guerre, la communication doit être essentiellement confiée à un corps comme la gendarmerie, où ils forment essentiellement des gens dans le secteur de la communication, en collaboration bien sûr avec des Burkinabés qui ont une expérience en la matière, pour que en fait, ça n'aille pas dans tous les sens. Plus ça va aller dans tous les sens, il y aura en fait un manque de confiance des Burkinabés vis-à-vis donc des autorités, alors que la dynamique devrait être en fait d'amener chaque Burkinabé à participer d'une manière ou d'une autre. Et ceux aussi qui ont le courage, par exemple, de dire la vérité, de dénoncer, il ne faut pas les prendre comme les ennemis du peuple. Il ne faut pas les jeter en pâture pour dire, voilà, des complices, comme M. Baman le disait, et M. Baman n'a aucun intérêt aujourd'hui, par exemple, à encourager cela. Maintenant,
travailler dans cette culture de la vérité, parce que c'est ce qui nous a manqué depuis longtemps. On s'est menti beaucoup au Burkina Faso sur un certain nombre de sujets qui font qu'aujourd'hui, on est obligé de dépenser plutôt des milliards pour résoudre des problèmes qu'on aurait pu résoudre dans la vérité. Donc, je pense que c'est de travailler sur le plan de la communication, à harmoniser la communication. Et je pense que le ministère de la Communication, de mon point de vue, n'est pas habilité dans cette situation-là à communiquer sur les questions de sécurité. Je pense qu'il faut confier peut-être ça à la gendarmerie et faire un centre de coordination de la communication. Alors, Juvénal Somé, la communication gouvernementale en pareille circonstance, en principe, devrait apporter un tant soit peu une dose d'anti-choc émotionnel au sein de l'opinion, mais une communication qui se trouve à aller dans tous les sens. Est-ce que c'est de nature à faciliter les choses? Pas du tout. Ça me fait même... je me rappelle une interview du ministre Tamboura à la suite des attaques de Solane, où il disait, oui, la communication sur l'attaque de Solane a été très professionnelle, alors que manifestement, depuis même les attaques de Solane, on voit manifestement qu'il y a un dysfonctionnement dans la réponse, même sur le plan de la communication, qui est, à mon avis, très simple, comme je l'ai dit. La question même, finalement, c'est la question finalement de la, comme j'ai dit, de la réponse qui n'est pas, à mon avis, structurée dans tous les sens. Sinon, nous savons tous très bien autour de cette table que l'information, ce n'est pas la communication. Voilà. Donc, comment se fait-il qu'on en arrive finalement à faire de telles confusions, finalement, qui font que le gouvernement lui-même, comme vous l'avez si bien dit, se retrouve en contradiction avec les propres structures même de l'État sur des questions aussi basiques qu'un bilan d'une attaque. Et il faut que la réponse vienne du terrain. Manifestement, je pense que, et depuis le début, ça a été ma conviction, tant qu'on ne va pas professionnaliser cette affaire finalement de communication, on ne va pas y arriver. Parce que quand il faut donner de l'information, on répond en termes de communication. Quand il faut communiquer, on répond en termes d'information. Finalement, on est rattrapé par ces tâtonnements, par ces erreurs en fait. Mais il faut travailler, comme quelqu'un le disait, à instaurer une culture de la vérité. Voilà. Simplement parce qu'on ne peut pas passer le temps à accuser certains finalement de jouer le jeu des terroristes, si bien que finalement on a le sentiment que le gouvernement lui-même, il ne sait plus à quel sens se vouer finalement, il se perd dans ses propres contradictions, et là on ne sait même plus finalement si on ne peut plus faire confiance à la parole publique, si on ne peut plus faire confiance à la parole de l'autorité sur des questions aussi élémentaires que le bilan d'une attaque. Je me demande finalement qu'est-ce qui reste encore en termes de crédibilité par rapport à l'action publique, et ça c'est très inquiétant. Et ce que je voudrais ajouter, c'est par rapport aux alertes que certains activistes font essentiellement sur les réseaux sociaux. Je pense que, est-ce que le gouvernement ne travaillerait pas justement avec ces jeunes-là au lieu donc, de poursuivre certains... Je pense que quand des gens, des civils sont capables en fait d'avoir des informations sur le mouvement en fait des terroristes, ça veut dire que ces gens-là peuvent être en fait des mines d'informations. Voilà, qui puissent permettre déjà de travailler sur le dispositif sécuritaire. Mais en même temps, on a vu souvent des alertes qui se sont passées fausses. Non, je pense que c'est à partir du moment où on est en contact avec ces personnes, on pourrait avec le temps savoir quelles sont peut-être les fausses informations ou les vraies informations. Mais qu'à cela ne tienne, lancer une traque, parce que j'ai vu qu'il y a un monsieur qui était sur les réseaux sociaux très actif, qui faisait des alertes, où à 90% ces alertes-là, après on entendait que soit les forces de défense ont réagi, soit en fait il y a une tentative qui a été déjouée. Je pense que c'est beaucoup travailler avec ces jeunes-là, parce qu'on ne sait jamais, les sous-informations en situation pareille, il y a des gens par exemple qui ont fait 10-15 ans dans ces zones-là, qui ont des relais solides, et les gens aujourd'hui... comme je vous le disais, le rapport qui a montré en fait le degré de confiance que les populations ont avec les FDS, on l'a vu avec le maire qui disait qu'il était obligé de vouloir dialoguer donc, avec ces terroristes parce que c'était des jeunes du village. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont mené des activités dans ces localités-là, qui ont des relais solides. Donc il faut mettre toutes ces personnes-là en contribution pour qu'à un certain moment, c'est vrai, les alertes peuvent aider les populations, ceux qui veulent emprunter des voies à ne pas les emprunter. Ça peut aussi permettre aux forces de défense et de sécurité de se préparer. Et donc, je pense que c'est de travailler avec ces personnes-là pour que, on puisse harmoniser, donc, je pense, la communication. Parfait. Ça appelle donc à la nécessité de revoir le système de renseignement burkinabé, tout simplement, comme le disait. Fait, si vous avez remarqué, c'est le lundi passé qu'il y a eu l'attaque au Niger.
dans la zone des 3 frontières. Oui. Et le mercredi, il y a eu l'attaque au Burkina, ensuite au Mali. On va y arriver. Voilà. On va y arriver quand on va aborder la situation de l'Afghanistan avec éventuellement ses implications. Au niveau des frontières, ok. Voilà. Alors, au-delà de ces 80 morts, je le disais, c'est particulièrement tout le mois d'août qui est meurtrier. Avant quelques semaines, donc, soit le 4 août dernier, ce sont 30 personnes qui ont été tuées vers Marcoy. Quelque temps avant, le 8 août dernier, 12 militaires périssent dans la commune de Toini, sans compter les autres attaques dites mineures. À l'heure donc du bilan, on parle d'au moins 130 morts. Alors, finalement, on a bien envie de se poser la question, jusqu'à quand cette saignée? Ladji Bama. Elle va durer tout le temps qu'on va rester là, tergiverser à ne pas vouloir s'assumer, à toujours vouloir tricher avec la réalité, à toujours demeurer dans cette complicité, en tout cas funeste là, avec ces forces-là. Parce que ça aussi, moi je pense vraiment qu'il faut prendre ça de plus en plus au sérieux, cette complicité. On a toujours parlé de la complicité de la France. Ça, moi, je ne discute plus de ça parce que c'est tellement visible. Comme Birba l'a dit, on peut pas comprendre qu'avec tout cet arsenal qui est déployé, on ne puisse pas avancer dans cette lutte. Mais aujourd'hui, au-delà de cette complicité de la France, il faut de plus en plus pointer la complicité même de nous-mêmes, nos propres frères burkinabés. À l'interne. Parce que moi, j'écoute de plus en plus maintenant, même les soldats sur le terrain. Quand vous les écoutez souvent, mais ils vous disent des choses qui sont ahurissantes, y compris même leur hiérarchie. Le comportement de certains éléments de hiérarchie qui se retrouvent souvent en situation de complicité avec ceux qui les attaquent, mais c'est ahurissant. Et c'est une réalité. Et ça me rappelle le cas de cette Toini, un temps où il y a un chef militaire qui avait été pris en train de communiquer avec les terroristes. Sur son téléphone, on avait des traces de communication avec les terroristes quelques heures avant une attaque. Cette affaire s'est passée où on n'en a plus parlé. Donc de plus en plus, moi je pense que tant qu'on ne va pas mettre fin à cette situation de complicité de nous-mêmes avec ces gens-là, on va toujours continuer de compter les morts. En fait, moi, je crois que pour conclure en fait, sur cet aspect-là, je crois qu'il faut être optimiste. Il faut être optimiste. Et là, il faudrait que chaque Burkinabé prenne conscience de la situation. Il faudrait qu'on évite de compter sur les autres. Moi, c'est cet aspect-là que je veux toujours mettre en exergue. Il faut qu'on évite de compter sur l'extérieur. Il faut qu'on hésite de compter sur la France. Il faut que nous-mêmes, en Afrique de l'Ouest, il faut que nous-mêmes, Burkinabés, on essaie de s'organiser pour se défendre. On a trop compté sur l'extérieur depuis 60 ans d'indépendance. Je crois qu'il est temps maintenant qu'on se prenne en charge et défendre notre pays. Il faut laisser l'extérieur tomber. Organisons-nous, trouvons les moyens pour défendre le Burkina et la sous-région. D'accord, je me tourne vers Birba. Juvénal. Ouais. Birba disait tout à l'heure qu'il y a nécessité de nous organiser nous-mêmes. Il est beaucoup plus optimiste. Est-ce qu'on peut être optimiste si dans un pays comme le nôtre, qui est régulièrement attaqué depuis 2015, qu'on soit incapable de nous doter d'une stratégie nationale de sécurité? Est-ce qu'on peut comprendre cette situation? Oui et non. Il a parfaitement raison quand il dit que aucun pays au monde n'a lutté efficacement contre le terrorisme sans compter sur ses propres capacités. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas sous-traiter votre sécurité et puis attendre évidemment des résultats à la hauteur, je ne sais pas moi, du défi. Parce qu'aucun pays ne viendra faire la sécurité, y compris même le développement, à votre place, parce que le monde aujourd'hui, c'est une compétition. Et comme je l'ai dit, les gens sont surpris. Je réponds en même temps un peu à Birba. Il a donné des chiffres concernant Barkhane aujourd'hui. Moi, ça ne me surprend pas. Barkhane, que ce soit Barkhane ou ailleurs, aucun pays ne va envoyer des soldats pour aller défendre un autre pays au nom de je ne sais quel principe, parce qu'il aime bien ce pays, parce que ça n'existe nulle part. Voilà. Les États ont des intérêts, un point c'est tout. Si quelqu'un envoie un soldat dans telle zone, ne croyez pas que c'est parce que la sécurité de ce pays l'intéresse. Non. C'est parce qu'en amont, il y a une réflexion sur la base de laquelle on a conclu qu'en y envoyant 1 ou 2 soldats, évidemment, nos propres intérêts sont préservés ou en tout cas renforcés.
Donc, aucun pays aujourd'hui ne va aller faire de la sécurité, ne va aller faire le feu dans un autre pays, simplement pour les beaux yeux de ce pays. Ça n'existe nulle part. D'accord. Donc, il faut, oui. Donc, la deuxième approche, c'est que, et ça, je réponds également, il faut travailler à renforcer aujourd'hui l'autorité de l'État. Quand je parle de l'autorité de l'État, c'est dans tous les sens. Ce n'est pas attraper des activistes, les mettre en prison. Ce n'est pas ça l'autorité de l'État, de mon point de vue. Aujourd'hui, un État faible ne peut pas lutter, évidemment, contre le terrorisme. Il faut renforcer les structures de l'État. Il faut que l'autorité, la parole même de l'État, y compris même sur des questions basiques dont on a parlé, sur les questions même d'information et de communication. Vous n'arrivez même pas à nous fournir un bilan sur une attaque. Bon, je ne sais pas c'est sur quelle base, finalement, qu'est-ce qu'on peut attendre, finalement, de mieux sur d'autres aspects. Donc, il faut renforcer l'autorité de l'État. Il faut un État fort, à mon avis. Et quand je regarde un peu à travers le monde, tous les États qui ont pu, en tout cas, lutter efficacement contre le terrorisme, ce sont des États où la puissance publique a été renforcée, où l'autorité de l'État a été renforcée sur tous les points, où on a rapproché l'État même du citoyen. Moi, j'ai eu l'opportunité d'aller un peu au Mali, j'ai vu un peu. C'est la même chose que nous vivons ici. Vous avez l'État central qui est très loin du citoyen, qui est déconnecté finalement de la réalité sur le terrain. On reste à Ouagadougou et on veut produire des chiffres qui finalement parfois ne répondent à aucune réalité, alors que le citoyen sur le terrain, il a des besoins. Et quand il ne sent pas finalement cette autorité, forcément, ça donne d'autres implications. Donc, l'État aujourd'hui, il faut le reconnaître au Burkina Faso, est faible, très faible. Et de ce point de vue, la réponse commence déjà par là. Voilà. Il faut commencer déjà, comme je l'ai dit, à renforcer l'État lui-même, à le rendre crédible, voilà, et à le rendre audible, comme le disait Lakibama, pour que sa parole, finalement, on puisse, quand le gouvernement dit quelque chose, on ne discute pas. Ça, pas parce qu'on n'a pas envie de discuter, mais parce qu'on croit que ce qui est dit, finalement, répond à une certaine objectivité. Mais quand on en arrive nous-mêmes à douter à ce point de notre propre gouvernance, vous comprenez que déjà, la lutte est mal engagée. Et il ne faut pas attendre plus que ça, de mon point de vue. Exactement. Blaise. Dans la même dynamique, vous savez qu'actuellement, le Tchad est en train de vouloir retirer au moins 600 de ses soldats. Alors que le Tchad fait partie des plus grands contingents au niveau du G5 Sahel, environ 1000 soldats. Et ils vont retirer 600. C'est tout dire. D'accord. Blaise Ketia, est-ce que tout ne devrait pas partir également de l'adoption d'une stratégie nationale? Le document, on le dit, est dans le circuit depuis plusieurs années, qui a du mal à sortir des tiroirs. On ne comprend pas pourquoi. Est-ce que tout ne devrait pas commencer déjà par l'adoption d'un document de stratégie nationale en bonne et due forme qui va un peu tracer le sillon? Bon, je pense qu'il y a une relation avec la faiblesse de l'État. Vous savez, les pays colonisés par la France ont cette facilité, j'aime souvent à le dire, pour acheter un poulet au marché, il faut mettre en place une commission qui va s'asseoir pour statuer de la faisabilité, de la mise en place probable d'une commission qui va réfléchir. Vous savez, c'est dommage. Et vous parlez en fait de la colonisation, de l'impérialisme et tout. En fait, ça n'a jamais marché, l'impérialisme, depuis Napoléon. Napoléon qui avait des ambitions expansionnistes, c'était déjà d'avoir en fait à l'intérieur du système qu'on veut détruire un certain nombre de représentants locaux. Et l'école avait été taillée sur mesure par rapport à ça. On se rappelle donc les premiers administrateurs, c'était pas au Bénin, c'était pas pour les beaux yeux des Africains. Et la même stratégie continue. Je disais à quelqu'un tout dernièrement que c'est une logique napoléonienne, et tout le monde sait, depuis Houphouët-Boigny jusqu'à nos jours, que le Sahara est un enjeu géostratégique de conquête. Donc, ceux qui envoient les forces là-bas, qui ont les moyens de communication, qui ont des serveurs même de certains outils de communication que nous utilisons ici dans leur propre pays, ils connaissent ces terroristes-là, ils communiquent, etc., etc. Donc, je pense que si on a du mal à adopter une stratégie, ça participe de cette culture de l'administration, cette culture donc, des jeunes États, juste après le discours de la botte de nos jeunes démocraties, où on n'a pas travaillé sur les valeurs que nous voulons de la construction de nos États. Et aujourd'hui, vous prenez 10 Burkinabés, est-ce que 8 ont une même vision du Burkina Faso? C'est ce qui fait que, bon, on voit des dossiers sortir, on voit au même moment où on est en situation de guerre, on voit un certain nombre de dossiers qui sortent où, en fait, on doute
de la moralité d'un certain nombre de personnes qui gèrent donc les institutions publiques. Ça cause un problème de la vision même de notre pays, de la vision de notre administration. Sinon, une stratégie nationale de défense et de sécurité, ça ne devait pas prendre 3 ou 4 ans pour être peaufiné. Depuis 6 ans. Voilà, ça ne devrait pas prendre du temps. Mais maintenant, en face de nous, on a quel type d'acteurs, avec quel type de vision de notre pays. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Et donc, moi, ça ne m'étonne pas que jusqu'à présent, on ne puisse pas le faire. Sinon, c'est quelque chose qui ne devrait pas, de mon point de vue, prendre plus de 2 mois. Bon, pour moi, je crois qu'il est temps d'arrêter les états généraux d'État, les états généraux de quoi, des réunions pour trouver une stratégie. Si actuellement, le Burkina Faso n'a pas de stratégie en matière de sécurité, je crois que ce n'est même plus la peine. Là, Djibama, pour finir sur ce sujet. Oui, moi, je crois que ça répond, comme je l'ai dit, moi, tout ce qui se fait, ça répond à une certaine logique, une logique de ceux qui le font. C'est-à-dire quoi? Ces tests qui traînent à être adoptés là, c'est toujours le prolongement. C'est pas la priorité de nos gouvernants. Ils n'ont pas d'intérêt à ça. Sinon, là où ils ont des intérêts, vous voyez que ça passe très vite. C'est ça. C'est la même chose avec, par exemple, la loi sur l'accès à l'information, où on ne peut pas adopter de telles applications. Tout simplement parce que ce n'est pas leur priorité. Ils ne veulent pas de ça. Mais vous avez remarqué que là où ils ont des intérêts, où ils ont des priorités, où ils veulent que ça va vite, vous avez vu que ces tests ont été adoptés rapidement et c'est passé. Vous avez même vu que pendant la période où les élections ont eu lieu, il n'y a pas eu d'attaque au Burkina, miraculeusement. La période a été vraiment paisible, les élections ont eu lieu, et dès que les élections sont finies net, on est retombé dedans. Voilà, donc c'est comme ça. Nos dirigeants, ils ont leurs priorités qui ne sont pas toujours les mêmes avec nous autres bas peuples. C'est ça la triste réalité. Et tant qu'on va rester dans ça, on va toujours mourir, ils vont toujours continuer de boire les champagnes là-haut, là-bas, et bon, on va continuer comme ça. C'est comme ça. Allez, deuxième sujet donc à l'ordre du jour de ce Presse Éco, c'est bien l'annonce du procès relatif à l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons de lutte. Le procès s'ouvre enfin le 11 octobre prochain. Alors, première question, est-ce que ce dossier peut-il livrer tous ses secrets à l'absence des accusés clés comme Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando? Oui, mais je crois qu'il y a d'autres accusés qui sont là, notamment le général Djendjere, qui est aussi accusé. Et c'est vrai qu'il y a 2 accusés principaux qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire l'ancien président Blaise Compaoré et surtout Hyacinthe Kafando, qui est porté disparu depuis en tout cas quelques années. Mais moi, je pense qu'il faut saluer d'abord l'annonce de l'ouverture de ce procès-là, parce que je crois qu'il est temps maintenant qu'on avance, parce qu'au début, avant l'insurrection, on disait que tant que le pouvoir de Blaise sera au pouvoir, on ne pourra pas juger cette affaire. Heureusement ou malheureusement, Blaise Compaoré n'est plus là. Et avec l'insurrection, vous avez vu que le dossier a vraiment bougé. Le dossier a bougé, et puis il y a eu des inculpations, il y a certains qui ont été accusés. Et je crois qu'avec ces éléments-là, si vraiment on peut aller au procès maintenant, ce serait quelque chose de bien. Mais moi, par rapport au dossier Sankara, moi, ce qui me gêne un peu, c'est ce qu'on a fait de la tombe. De la tombe du président Sankara. Vous voyez, si vous posez la question aujourd'hui, Thomas Sankara est enterré où? Personne ne sait, puisque les corps ont été exhumés. Pour des tests ADN. Pour des tests ADN, on ne sait pas où le reste se trouve maintenant. Aujourd'hui, alors que le cimetière de Dagnouin était devenu un lieu de pèlerinage. Et ce que je n'ai pas compris, c'est qu'il y a un témoin oculaire qui a confirmé qu'effectivement, c'est la tombe de Thomas Sankara. Et bon, malgré ça, des dizaines d'années après, on trouve la nécessité d'aller exhumer les os. Oui, ce sont des procédures judiciaires, c'est comme ça que ça se passe partout. Les tests ADN pour mieux confirmer. Il y a certaines choses quand même, voilà aujourd'hui que Sankara n'a pas de tombe. Voilà en fait les conséquences qu'on en est. Voilà les conséquences. Il y a par exemple le député Yama Malik Sawadogo, qui est maintenant, je crois, du MPP, qui est à la CENI, qui a été un témoin oculaire et qui a dit, il faisait partie des prisonniers qu'on est parti prendre à la Mako pour aller enterrer Thomas Sankara et ses 12. Les restes de Thomas Sankara n'ont pas disparu. C'était tout simplement le circuit qui est peut-être lourd. Et certainement, on va nous ramener les restes de Thomas Sankara. Regardez si on sait où ça est. Regardez cette gymnastique.
J'ai regardé cette gymnastique. Moi, je crois que c'était un as, puisqu'il y a eu un témoin qui a confirmé que c'est la tombe de Thomas Sankara. Pourquoi aller déterrer encore? C'est ce côté-là, en tout cas, moi, qui me chagrine un peu en tant que Burkinabé, en tant qu'Africain, quoi. D'accord. Ladji Bama, à quoi peut ressembler un procès dans le dossier de Thomas Sankara sans la présence de Blaise Compaoré? Bon, ça c'est sûr, un goût d'inachevé. On aurait voulu que tous ces grands acteurs-là soient là. Mais comme on le dit aussi, à l'impossible, nul n'est tenu. C'est dommage. Et c'est ça aussi, hein, l'humain. Il faut compter avec cette duplicité, cette double face de l'homme, l'être humain, qui peut aujourd'hui se dire grand, avoir le pouvoir, il règne sur tout le monde. Et puis du jour au lendemain, bon, il devient un gros lâche qui court, qui s'en va se cacher. On l'appelle de venir faire face à ses propres actes. Il n'est même pas capable de venir faire face à ses propres actes. C'est lâche, c'est pas recommandable pour un homme quand on se dit vraiment homme. Mais que voulez-vous? Et si la nature humaine, on va faire avec. Au moins, avec ce procès, ça va permettre au moins de résoudre un certain nombre de problèmes qui ont trop duré. Même cette question de sépulture de Thomas Sankara, je pense qu'après ce procès, au moins, il pourra avoir une sépulture digne du nom. Notamment, les restes pourront enfin, parce que j'imagine que les restes ne sont pas perdus, hein, être sous-scellés quelque part en main de justice. Après ce procès, bon, on pourra peut-être lui donner une sépulture digne du nom, y compris ses compagnons aussi. Et puis bon, on pourra en tout cas tourner la page de cette histoire-là qui a trop duré, même si bon, ces acteurs-là ne seront pas là. En tout cas, ça pourra permettre de résoudre nos problèmes. Et ces gens aussi, bon, ils pourront considérer qu'ils ne sont plus burkinabés définitivement. Ils vont peut-être mourir là où ils sont, et puis bon, ils ne viendront plus au Burkina, parce que c'est ça. Si tu es condamné par contumace, ben, ça veut dire que bon, c'est fini pour toi le Burkina, bon, tu tires une croix dessus, et puis bon, tu avances. C'est tout. Mais entre-temps, le processus de réconciliation nationale peut aboutir à des conclusions extrajudiciaires. Ben, moi, cette histoire de réconciliation nationale, ceux qui l'ont voulu savent comment ils vont l'amener dans cette configuration-là. Il semble que bon, ils sont confiants de leur affaire. Il y a un ministre d'État qui est en charge de ça. Je me demande bien comment il va s'y prendre, mais on attend de voir. Ils sont confiants. On va voir jusqu'à où ils iront aussi avec cette réconciliation. L'essentiel, en tout cas, si justice est faite, moi, c'est ce qui m'intéresse. La réconciliation, moi d'ailleurs, j'ai toujours dit, c'est pas pourquoi on doit se réconcilier, avec qui on doit se réconcilier. Des gens qui ne reconnaissent pas avoir fait quoi que ce soit, qui parlent de réconciliation, bon, je ne sais pas. Voilà. Blaise Kintoga, un tel procès sans Blaise Compaoré ou Yassine Kafando à la barre, comment vous entrevoyez donc ça? Non, je pense que c'est un procès, même si un certain nombre d'acteurs clés ne sont pas là, c'est un procès qui vient corroborer avec cette sagesse africaine qui dit que le mensonge a beau courir 1000 années, la vérité finit par le rattraper un jour. Je pense que déjà que la tenue de ce procès va permettre, en tout cas à l'ensemble des Burkinabés et au reste du monde de découvrir en fait les circonstances dans lesquelles le président Thomas Sankara a été assassiné. Même s'il y a de la documentation là-dessus, quelques acteurs qui sont restés ici, s'ils sont entendus, on pourrait mieux comprendre en fait pourquoi et qui a commandité donc l'assassinat du président Thomas Sankara. Au-delà, je pense que pour ce qui est spécifiquement de en fait, ce dossier, la réconciliation nationale, à un certain moment, je pense qu'un peuple doit aussi s'arrêter et puis regarder les choses avec une vision sur le long terme. Les questions de réconciliation vont au-delà, en fait, de mon point de vue, un certain nombre de dossiers dont les gens ont mis devant les écrans, à savoir le dossier Thomas Sankara, le dossier Norbert Zongo. Vous savez que depuis des années, on a eu dans ce pays-là une culture donc, de ce que moi j'appelais la patrimonialisation des institutions et des pouvoirs publics. C'est-à-dire des individus qui ont utilisé la superpuissance de l'État pour leurs intérêts personnels. Et aujourd'hui, ça fait beaucoup de frustrés. Beaucoup de frustrés. Et imaginez-vous ces gens-là qui ont été éjectés de l'administration publique, qui ont été martyrisés dans leur corps et âme, des gens à qui on a coupé même le pain quotidien des années et des années. Imaginez-vous l'éducation qu'ils vont donner à leurs enfants de ce que représente votre État.
Et si on en arrive même aujourd'hui aux questions auxquelles nous faisons face à la question sécuritaire, il faut savoir qu'on a entretenu beaucoup d'injustices dans chaque compartiment de notre administration publique. Il y a lieu donc de saluer l'aboutissement donc de ce dossier. Alors, et l'aboutissement de ce dossier va nous permettre une fois de plus de savoir qu'ici au Burkina Faso, quel que soit le niveau de responsabilité que quelqu'un occupe, il arriverait des moments où la personne doit faire face à la justice. Donc, je pense que ce processus de réconciliation-là, comme je le dis tout, tant qu'on ne va pas définir un fourreau pour encadrer ça sur le long terme, on risque de répéter ce qu'on a fait en 2001. Et on va répéter, en fait, un certain nombre d'événements parce qu'on n'aurait pas donné une orientation à ce processus de réconciliation. Donc, déjà, moi, je salue ce procès-là et je pense que Blaise Compaoré risque de venir répondre donc, de ce pourquoi on l'accuse. Moi, je crois qu'il va rentrer. C'est très peu probable. Juvenal Soumé. Si procès il y a, puisque j'ai écouté un des avocats qui disait que jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas été informé de ce que le procès soutient. Il disait avoir eu l'information sur les réseaux sociaux, donc pour lui, jusqu'à preuve du contraire, il n'était pas informé qu'il y avait procès. Mais le tribunal militaire a assuré, le procureur militaire a assuré que le procès s'ouvre le 11 octobre prochain. Donc, à supposer effectivement que le procès s'ouvre le 11 octobre, ce sera déjà un pas qualitatif dans la bonne direction, même si, comme Lagui Bama le disait, ça aura forcément un goût d'inachevé, évidemment, parce que la pédagogie du procès aussi, c'est que finalement, les parents aussi des victimes aussi entendent, en tout cas les supposés accusés, pour qu'ils disent évidemment leur part de vérité aussi, et que évidemment le tribunal se prononce sur leur culpabilité ou non. Donc, de ce point de vue, je pense que ceux qui manquent à l'appel, à mon avis, auront raté une occasion, en tout cas de se réconcilier, non pas avec le pays, mais de se réconcilier avec eux-mêmes. C'est ça qui est important. Ils auraient dû, à mon avis, accepter de venir, évidemment, dire leur part de vérité aussi par rapport à ce qui s'est passé. Je pense qu'ils auraient eu, à mon avis, une opportunité. Et là, peut-être qu'on aurait compris, près de 3 décennies après, un certain nombre de choses qui auraient pu, en tout cas, nous édifier, pour emprunter le terme à quelqu'un. Donc, il y aura forcément quelque chose qui va manquer à ce procès, mais selon moi, il demeure encore des points, des zones d'ombre, voilà, sur lesquelles on ne pourra pas, à mon avis, ce procès ne pourra pas apporter de la lumière tant qu'il n'y aura pas de la bonne volonté, évidemment, de toutes les parties. Voilà, c'est ça mon inquiétude. Or, je constate Quelles sont ces zones d'ombre? Ben oui, évidemment, quand vous l'avez vous-même dit, quand des parties, il y aura des accusés ou des co-accusés qui vont manquer, évidemment, qui ne seront pas présents. Voilà, donc forcément, ils détiennent par devers eux une part, à mon avis, de vérité, ou en tout cas, ils détiennent par devers eux une part d'information aussi si ce qui se serait passé. Donc, vous ne pourrez pas, en l'absence évidemment de ces personnes, vous ne pouvez pas reconstituer évidemment les faits à leur place. Et c'est ça, à mon avis, qui va manquer. Mais comme je l'ai dit, ce sera déjà quelque chose d'inespéré, voilà, parce que nous savions tous qu'à une certaine période, ce procès était largement hypothétique. Aujourd'hui, on en est à fixer une date là-dessus. Donc, il faut déjà l'accepter comme tel. Et puis ensuite, je pense que les uns et les autres s'assumeront par rapport à l'histoire, comme le disait le professeur Joseph Kizerbo, ils s'assumeront par rapport à l'histoire des hommes ou par rapport à l'histoire de Dieu. Dans tous les cas, ils répondront de leurs actes ici ou ailleurs. Alors, et là, Djibama, la question aussi qu'on se pose, c'est de savoir est-ce que toutes les conditions sont réunies pour la tenue de ce procès? C'est quand même un dossier tellement emblématique avec des implications politiques parfois. La preuve en est que c'est quand Blaise Compaoré a quitté le pouvoir que les choses se sont accélérées. On parle d'implication d'un certain nombre de pays de la sous-région, de l'Hexagone. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour la manifestation de la vérité? Moi, je ne peux que croire que ces conditions sont réunies parce que il y a eu quand même un long travail d'instruction qui a été fait. Un juge d'instruction a travaillé sur ce dossier pendant de longues années. Et si on en est arrivé à fixer une date, c'est qu'on s'est dit qu'on a réuni le maximum d'informations nécessaires à la manifestation de la vérité, qu'on a décidé de programmer ce dossier. Et une chose est sûre, c'est que je ne pense pas que
y a eu déjà un procès au monde où on a pu vraiment... Un procès, hein, quoi qu'on dise, c'est toujours une partie de la vérité qu'elle pourra faire. On ne pourra pas faire la totalité de la vérité. Parce que même, à supposer même que tous les acteurs aient été là, même là, ce n'est pas sûr. Parce que chacun voudra dire ce qu'il veut dire pour voilà, son... Qui n'est pas forcément la Voilà, vérité. c'est ça. Donc, l'essentiel, c'est qu'on puisse quand même avoir un début de lumière sur le... Après avoir écouté les uns les autres, ceux qui n'ont pas voulu aussi se prononcer aussi, c'est leur décision. On va faire avec, mais au moins on saura en tout cas, on aura une idée à partir de ce que chacun aura dit de sa part de vérité dans cette affaire. On va se faire une idée et puis bon, on va avancer. Sinon, je ne suis pas sûr qu'il soit possible, même dans 100 ans, de pouvoir dire qu'on a réuni toutes les conditions comme dans l'absolu pour faire la vérité totale. Oui, pour moi, l'essentiel est que le procès se tienne. Maintenant, s'il y a des implications de l'extérieur, tout, en fonction de l'évolution du procès, il y a certaines informations qui vont sortir. Et s'il y a autre chose, si on sent que, par exemple, l'extérieur est impliqué ou quelque chose comme ça, ça va sortir dans le procès. Mais l'essentiel est que le procès se tienne, que enfin, vraiment, la vérité soit dite. C'est la vérité, ce n'est pas absolu, parce que chacun donnera son point de vue en fonction de ses intérêts. Ceux qui ne sont pas là seront certainement accusés d'eux. C'est pourquoi, d'ailleurs, on aurait vraiment souhaité que vraiment des acteurs clés, comme Blaise Compaoré et puis Yassine Kafando, soient au procès pour qu'il y ait vraiment contradiction. Et puis, pour ajouter, n'oublions pas le procès Issa Nabré, hein, où il était là, mais il a décidé de ne pas parler. Donc, un accusé peut venir, mais s'il décide de ne pas parler, il ne peut rien tirer de lui. Donc, s'ils sont là-bas, peut-être qu'ils ne veulent pas parler. Bon, si on les fait venir, peut-être qu'ils ne vont pas parler. Donc, faisons avec leur absence et puis bon, avançons. Voilà. Blaise Guettoua, toutes les conditions sont-elles réunies pour la tenue de ce procès? Oui, je pense qu'en matière de conditions, on ne réunit. C'est difficile de toujours réunir toutes les conditions avant de tenir un procès, hein, et surtout un procès emblématique comme celui de Thomas Sankara avec des implications politiques. Certains observateurs essaient même de faire le parallèle donc, avec ce qui nous arrive. Même si le mois d'août est connu depuis que nous sommes attaqués donc, par les terroristes, être un mois assez difficile en termes de manœuvres militaires et autres. Mais je pense que le dossier de Thomas Sankara a trop d'implications. Trop d'implications, ce qui fait que vous ne pourrez jamais réunir toutes les conditions donc, pour ce procès-là. Ce que je souhaite, c'est que ce procès ne soit pas un procès bâclé, qu'on fasse de telle sorte que tous ces jeunes enfants aujourd'hui qui ont le nom de Sankara dans les lèvres, mais qui ont du mal à réveiller toutes les valeurs que Thomas Sankara a voulu incarner aux jeunes Burkinabés, et lesquelles valeurs on a passé le temps par des politiques de sparadrap à enlever dans la jeunesse du Burkina, même si certains pensent qu'il y a toujours des jeunes Burkinabés qui ont toujours une grande connaissance donc, des valeurs et de la vision de Thomas Sankara de ce pays-là. Il faut se dire la vérité, c'est quelqu'un qui a voulu grand pour le pays, c'est quelqu'un qui avait travaillé à une certaine éducation populaire pour que, en fait, au-delà du Burkina Faso, l'Afrique essaye donc d'être autonome du point de vue de sa façon de percevoir les autres. Donc je pense que c'est un dossier qui est tellement emblématique et qui doit permettre à la jeune génération aujourd'hui de comprendre ce qui a justifié en fait l'assassinat. Donc je pense qu'il faudrait que ce soit un procès qui soit travaillé dans le fond et dans la forme. Toutes les conditions, de mon point de vue, je suis d'accord. Aucun procès, effectivement, n'a jamais réuni toutes les conditions à 100 ou à 200%. Ça n'existe pas. Il y a un minimum de conditions qui sont réunies pour que le procès se tienne. Donc, de ce point de vue, comme tout à l'heure, vous l'avez relevé, une partie semble n'avoir pas reçu d'informations. C'est quand même inquiétant à quelques semaines du début d'un tel procès. Bon, je suppose que ça fait partie aussi de peut-être une démarche aussi, de recherche aussi de l'information. Peut-être que c'est d'ici là, peut-être qu'à l'heure où nous parlons, peut-être que cet avocat dont je parle, peut-être qu'il aura peut-être notification de la tenue de ce procès. En tout cas, comme je l'ai dit, il y a un minimum de conditions qui sont acceptables pour qu'un procès se tienne. Voilà. Maintenant, au-delà de ça, effectivement, je suis d'accord avec Edgar. La personnalité même du capitaine Thomas Sankara, à mon avis, l'élan qu'il a apporté évidemment dans le développement de ce pays, et même dans l'histoire même de l'Afrique, mérite au moins que, en tout cas concernant les conditions
dans lesquels il a été assassiné méritent quand même qu'il y ait un début, en tout cas d'éclairage, ne serait-ce que pour la forme. Ça, c'est pas, je pense que ça, on peut déjà, à mon avis, s'en contenter, de telle sorte que lui-même, évidemment, sa mémoire, à mon avis, puisse être perpétuée et que, finalement, on puisse effectivement, en tout cas pour ceux qui se reconnaissent dans son combat, puisse déjà, à mon avis, entrevoir une sorte de, on va dire, de soulagement, mais en tout cas que ça puisse aider, à mon avis, peut-être aider aussi ce pays, quelque part aussi à avancer un peu, voilà, sur le terrain aussi d'une forme de, je dirais, de recherche de catastrophe de la vérité aussi. Donc, il ne faut pas s'attendre, à mon avis, à beaucoup de, je dirais, de collaboration d'un certain nombre d'acteurs, parce qu'il y a beaucoup de, je vais dire, d'animosités qui sont encore évidemment très fortes autour de cette affaire, ce que Birba disait tout à l'heure. Il y a des acteurs qui ont participé directement ou indirectement aux aspects politiques, en tout cas de la gestion du capitaine Sankara. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre qui vont probablement encore subsister, mais il faut déjà se satisfaire que si ce 11 octobre le procès a lieu, que déjà ça puisse nous aider à avancer sur le terrain, à mon avis, de la vérité. D'accord. Alors, dernière ligne droite donc de cette émission avec le dernier sujet à aborder. Hors de nos frontières en Afghanistan, les talibans se sont emparés du pouvoir après le départ des forces américaines. Alors, y a-t-il des leçons à tirer pour les pays du Sahel? Oui, bien sûr. La première leçon que je vois, c'est comme je le disais, il ne faudrait pas compter sur l'extérieur. Vous voyez que l'Afghanistan a compté sur la présence américaine pendant une vingtaine d'années et que dès que les Américains sont partis, vous voyez ce qui s'est passé, cela a montré quand même que les Américains n'étaient pas là en fait en réalité pour aider le pays et puis les Afghans. C'était pour leurs propres intérêts. Et d'ailleurs, le président américain, après ce retrait, a dit que leur mission était accomplie. Voilà une mission accomplie où, lorsque les Américains sont partis, en un rien de temps, en moins d'une semaine, toutes les villes afghanes étaient tombées aux mains des talibans. C'est-à-dire que les Américains, en Afghanistan, n'ont pas préparé une armée de relève sur le terrain. Mais Joe Biden l'a dit, ce n'était pas le rôle de l'armée américaine. Le président américain l'a dit clairement. Mais au moins, le minimum voudrait que, quand même, quand vous êtes dans un pays, préparer la relève. Le jour où on va partir, qu'est-ce que le pays va devenir? Mais qui de la responsabilité des Afghans eux-mêmes? En fait, c'est ça le problème. Quand il y a une force étrangère dans votre pays, vous comptez beaucoup plus sur en fait, la faute étrangère. C'est la même chose qui se passe en Afrique de l'Ouest avec la présence de la France. Les dirigeants n'ont Dieu que pour la France. Et le jour où la France va partir, vous voyez que ce sera la catastrophe. C'est pourquoi, comme toujours, je dis, il faut que nous, Africains, on s'organise pour que le jour où peut-être la France va partir totalement, on puisse se prendre en charge. C'est la même chose qui arrive en Afghanistan. Ladji Bama, quelles leçons pour les pays du Sahel? Au-delà de cette question de présence étrangère sur laquelle il faut arrêter de compter, l'autre leçon que moi je vois qui est d'importance, c'est surtout cette volonté souvent des pays dits développés, les pays forts, de souvent, c'est ce que moi j'ai compris dans cette histoire des talibans, de souvent vouloir imposer à certaines parties du monde leur version du monde. Parce que moi, quand j'ai regardé la vitesse exponentielle avec laquelle les talibans sont revenus au pouvoir dès que les Américains sont partis, je me suis dit, mais est-ce qu'en réalité, on ne nous a pas menti quelque part? Est-ce que les talibans étaient aussi minoritaires que ça en Afghanistan? Est-ce que les Afghans, en réalité, ne sont pas tous des talibans en réalité? Et si c'est le cas, pourquoi vouloir leur imposer une autre façon de vivre que de vivre selon leur réalité en tant que talibans? C'est ça. Parce qu'il n'y a pas eu de combat. On a vu, ça dit que vraiment, c'était vraiment... Pas eu de fusion, voilà, de sang. c'est comme si tout le pays était vraiment acquis à la cause des talibans. Et si bien que, bon, voilà, il y avait les Américains qui étaient là pour refuser. La volonté était populaire. Voilà.
Donc, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit souvent, et c'est ça aussi le rôle souvent négatif des médias, c'est dommage, c'est notre milieu, mais souvent on peut nous utiliser pour redessiner un monde, faire croire que ce monde-là, il est autre, alors que bon, la réalité est vraiment une autre façon de vivre. Et c'est ce que moi j'ai compris dans cette histoire de l'Afghanistan. Les talibans, peut-être que c'est eux que les Afghans veulent au pouvoir, c'est eux qu'on avait voulu expérimenter comme mode de vie là-bas, et des envahisseurs sont venus vouloir imposer une autre façon de vivre, et ça ne pouvait pas marcher naturellement, et la logique a voulu que, ce qui devait être est aujourd'hui. Blaise Kentraga, en quoi la situation afghane doit-elle inspirer les pays du Sahel? À tout point de vue, il y a un président, je ne sais pas c'était lequel encore, qui avait été consultant d'une société américaine qui travaille un peu dans le gazoduc à l'époque. Et moi, j'ai essayé de regarder son profil. Ça doit être, j'ai oublié carrément son nom. Alors, au-delà, quand on regarde en fait ce qui s'est passé, c'est de dire clairement que les Occidentaux n'ont jamais fait une guerre dans la sincérité. Et même dans la politique, jusqu'à l'éducation et à la culture. Ils n'ont jamais fait quelque chose dans la sincérité. Tant pis pour les États qui pensent qu'en fait, tout doit se faire dans la sincérité et que tout doit se dire. On laisse les ONG rentrer comme ils veulent, définir donc des politiques culturelles comme ils veulent, et par la suite, on s'étonne des individus qu'on a en fait à gérer, à dépenser de l'argent public pour gérer. Alors, cette situation vient une fois de plus démontrer que, effectivement, les pays donc, du G5 Sahel, terme que je n'aime pas d'ailleurs, doivent en fait repenser la façon de collaborer avec les forces étrangères. Et je pense que, pour moi, la meilleure méthode, ces individus qu'on a qualifiés de terroristes, moi j'ai dit que dans le même terrorisme dont ils ont caricaturé, on savait que le terrorisme, c'est une idéologie qui devait véhiculer, imposer un mode de vie, etc. Et on connaissait les modes classiques d'opération. Mais ces derniers, quand on regarde un peu dans la zone des 3 frontières, ce qui se passe chez nous ici, on vient disparaître avec du bétail des gens. Je ne vois pas en quoi est-ce que c'était inscrit donc, dans une logique terroriste. Mais c'est que dans les 3 pays-là, on essaie de populariser cette guerre-là. C'est-à-dire, quand on dit, c'est d'amener chaque citoyen de cette zone-là à se considérer comme un combattant. Parce que ceux qui sont en train de le faire là, même en termes de démographie, ils ne valent même pas les 1/5, en tout cas des populations qui vivent en fait dans cette localité-là. C'est des bandits, etc. Mais tant qu'il y aura un intérêt à la fois politique ou un intérêt géostratégique d'un certain nombre d'acteurs qui vont alimenter donc ces réseaux terroristes-là, on aura du mal. Et le doyen Bama l'a dit, si on arrive à un certain moment où le réseau devient tellement puissant, où il y a un certain nombre d'acteurs clés qui vivent et qui alimentent tout le système, ce qui est arrivé par exemple en Afghanistan peut arriver dans certains pays africains. Mais sauf que quand on regarde aussi l'histoire donc, de ces pays africains, juste même après avec la colonisation, il y a eu des résistances qui ont montré que, quel que soit le niveau de violence en fait, d'un groupe, ils ont toujours vu en face une certaine résistance. Donc, je pense que les acteurs donc, du G5 Sahel devaient se préparer beaucoup plus à faire une stratégie de filtrage parce qu'avec ces talibans-là, il faut s'attendre à tout. D'accord. Le retour des talibans au pouvoir, Juvenal Somé, doit-il inspirer? Je pense que historiquement, il y a 3 choses que je peux retenir. Historiquement, le départ des Américains est comparable un peu au départ des Soviétiques en 1989. Si vous regardez bien, c'est pratiquement la même chose. Or, pour qui connaît un peu l'histoire du terrorisme que nous vivons actuellement, c'est à la fin du départ des Soviétiques que ceux qui ont finalement combattu les Soviétiques, en disant avoir gagné la guerre, finalement, se sont eux-mêmes entre-déchirés. Qu'est-ce qu'on fait du djihad? Qu'on a réussi, évidemment, contre les Soviétiques. Il y a un camp qui a dit, bon, ça suffit, la guerre est terminée. Il y a l'autre camp qui a dit, non, la guerre n'est pas terminée, maintenant il faut l'exporter. Et c'était évidemment le camp de Ben Laden. Et c'est comme ça, finalement, qu'on a abouti finalement à la guerre en Algérie, en 1990, et finalement avec les répercussions qu'il y a
qu'il y a eu en 2012 au Mali. Donc vous voyez qu'il y a une continuité. Voilà pourquoi c'est même assez inquiétant, parce que quand vous regardez les talibans d'Afghanistan, il y a une continuité, on va dire, de pensée avec les mouvements extrémistes qui attaquent évidemment, qui pullulent au Sahel, parce qu'ils partagent ensemble ce rigorisme religieux, ce fanatisme qui fait qu'il faut s'inquiéter, de mon point de vue, quand on sait que le côté libyen n'est pas encore réglé, évidemment. Donc vous voyez finalement le front libyen n'étant pas consolidé, l'Afghanistan qui revient aux mains des talibans, il y a à craindre, de mon point de vue, pour la lutte, en tout cas contre le terrorisme, en tout cas, dont nous sommes victimes depuis 2016. La deuxième approche, c'est que quand vous regardez en Afghanistan, comment 80 000 personnes, à peu près, c'est comme ça qu'on les estime, les talibans peuvent venir à bout de 300 000, d'une armée de 300 000 soldats. Assurément, il y a un problème. Laïb Bama disait finalement tout à l'heure, est-ce que finalement les Afghans eux-mêmes ne sont pas complices? Non, je pense que ça revient un peu à ce que j'avais dit. L'État afghan que les Américains ont pensé construire, en réalité, ils se sont trompés. C'était un État qui était très faible et finalement qui était englué dans la corruption, finalement, parce que toute l'aide qu'on leur envoyait, finalement, n'est jamais arrivée aux populations. Voilà pourquoi vous avez eu ce sentiment. On a eu ce sentiment qu'il y avait à l'intérieur de la population, en fait, un enthousiasme, parce que les populations elles-mêmes étaient finalement fatiguées de ce régime qui s'est compromis dans la corruption et finalement qui n'a même pas apporté, évidemment, l'aide escomptée. Voilà pourquoi, en si peu de temps, 300 000 soldats ont pu, à mon avis, être vaincus par ne serait-ce que 70-80 000 personnes. Et ça, je pense que c'est une leçon, puisque c'est ça la question que vous posez. Ça aussi, c'est une leçon, évidemment, pour nos États, actuellement, pour, évidemment, je pense, mieux tirer, évidemment, ce qu'il y a de bon par rapport à cette crise. Enfin, la dernière approche, c'est que un État, comme je l'ai dit, ne sous-traite pas sa sécurité. Une fois, tant que vous sous-traitez votre sécurité à un autre État, c'est clair, à un moment donné, si ses intérêts ne sont plus, évidemment, en jeu, il va partir. Vous avez vu la réponse de Joe Biden. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Nous n'étions pas venus là-bas pour construire. Ce n'était pas ça l'objectif. En fait, à la limite, c'est un peu du cynisme, mais ça correspond à la logique des relations internationales. C'est comme ça, ils ne sont pas allés en Afghanistan c'est une question humanitaire. Voilà. Ils avaient, après les attaques du 11 septembre, ils avaient un besoin d'affirmation de leur puissance, ils y sont allés, ils ont estimé que le boulot est plus ou moins terminé, que ça plaise ou ça ne plaise pas, on retire les soldats américains et puis voilà, le reste, on se fout de ce que la communauté internationale va penser. Si demain, la sécurité américaine encore nécessite qu'on reparte en Afghanistan, ils vont y repartir. Mais ça revient à ce que Philippe a dit. Il faut construire un État d'abord en comptant sur ses propres forces et en évitant de penser que les autres vont pouvoir venir faire à notre place. Ça n'a jamais existé. D'accord, un instant, on va prendre un appel qui nous vient de Diapara, c'est dans la région de l'Est. Monsieur Barrault souhaiterait s'exprimer sur la question du terrorisme. Oui. Bonjour, monsieur Barrault. Allô, bonjour, oui, c'est vous. Oui, bien, allez-y. Ah, ok, je voulais intervenir par rapport au thème de l'insécurité. Allez-y. Voilà, donc par rapport à l'insécurité à l'Est, là, surtout dans la zone de la Tapua, je crois qu'en tout cas, il y a un problème sérieux au niveau même des forces de sécurité parce que, d'abord, dans un premier temps, les FDS ne séduisent pas. Quand ils viennent, les gens sont terrorisés. Quand vous prenez le cas de Kanchari ou de Diapara, vous pouvez mener une enquête pour voir. En tout cas, vraiment, c'est vraiment, les gens sont terrorisés par rapport aux forces de sécurité. Puis, deuxièmement, les gens ne partent pas en brousse. Les gens ne se partent pas en brousse. Ils sont... Allô? Oui, allô, on vous écoute. Allez-y, monsieur Barrault. Les FDS ne partent pas en brousse. Ils sont en ville, ça tourne. Même quand ils partent en opération, c'est tellement visible qu'ils vraiment s'ils partent en opération pour vraiment résoudre le tout. Oui? Oui, allô? Oui, allez-y, on vous écoute. On vous reçoit 5 sur 5. Voilà. Donc, quand les FDS partent en opération, ils sont tellement visibles qu'on se demande réellement, c'est parce qu'ils partent pour résoudre le problème et c'est pour vraiment faire du faire valoir. D'accord. Voilà, donc ça fait que vraiment, l'un dans l'autre, là, il faut qu'on se resservisse. Et que les gens, quand ils disent non, il y a manque de matériel, il y a manque de trucs, du coup, quelque part, il faut qu'on occupe le terrain. Voilà, parce que quand les gens... Allô? Oui, allô, on vous écoute. Allez-y. Voilà, parce que c'est un vide vraiment sécuritaire, un désert sécuritaire, dans la zone de la Tapua. Quand vous voyez la zone de Boutou, c'est la frontière, il n'y a personne là-bas. Vous voyez la zone de Tassaraga, c'est la frontière, il n'y a personne là-bas. Et que
les gens sont stationnés à Diapara. Et qu'il n'y a pas de mouvement dans ces zones, on se demande finalement, bon, c'est qu'on attend. Donc ça fait que vraiment, si vraiment on ne prend pas garde là, même ceux qui nous soutiennent comme les forces étrangères qu'on dit comme quoi ils sont inutiles là. Parce qu'en fait, quand ils sont là, on doit profiter pour se renforcer. Mais quand on est là, on ne bouge pas, les gens sont en ville, bon, les populations sont terrorisées. Bon, quand vous voyez par exemple à Kanchari, vous pouvez mener vos enquêtes, vous allez comprendre. À Kanchari, vraiment, c'est compliqué. La parole, c'est compliqué. Donc ça fait que l'un dans l'autre là, il faut que vraiment on se ressaisisse. Parce que la bouche n'est pas occupée. On ne sait pas même vraiment qui est chez qui. D'accord. On ne sait pas qui est chez qui, parce qu'on ne sait pas si c'est nous qui sommes à l'étranger, ou c'est les autres là qui sont chez eux. Parce que vraiment, on ne comprend plus rien. En Brousse, il n'y a pas de mouvement. C'est le côté de là qui tourne, qui fait ce qu'il veut. Et à Diapara, les gens sont stationnés, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Quand vous prenez par exemple à Kanchari, vous renseignez, voir, c'est compliqué. Vous renseignez à Diapara, c'est compliqué. Ça ne bouge pas. D'accord. Voilà. Monsieur Barreau. La frontière, c'est un désert sécuritaire qui est là. On vous aura compris. Merci beaucoup, Monsieur Barreau, depuis Diapara, dans la région de l'Est. Merci de votre contribution. C'est ce qu'on a dit depuis le départ. En réalité, ça procède de ce qu'il n'y a pas de stratégie dans cette lutte-là. C'est ce que j'ai dit. Ça dit que quand il dit par exemple que les FDL sont en ville, ils ne vont pas en brousse, ça dit qu'on est toujours à la défensive. Nous, on est toujours là, on nous attaque et puis on riposte. Il n'y a pas d'offensive. Mais quand c'est comme ça, ça ne peut pas marcher. Ça, c'est une règle élémentaire de la stratégie militaire qui dit que la meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. Ça, au moins, c'est clair. Donc, c'est ce que j'ai toujours dit. Ça dit que ça procède du fait qu'il n'y a pas de vision dans cette lutte-là. Il n'y a pas de stratégie. Les gens, et c'est pourquoi je suis de plus en plus convaincu qu'il y a une volonté même de ne pas réussir cette lutte-là. Parce que certainement des intérêts dans cette lutte. Et moi, je commence à tendre beaucoup l'oreille sur ce discours-là parce que quand on regarde certains faits sur le terrain, mais c'est ahurissant. C'est ahurissant parce qu'on ne peut pas comprendre que près de 6 ans qu'on est dans cette lutte, on ne voit toujours pas d'acquis. On est toujours dans un perpétuel recommencement, on n'avance pas et les terroristes, pendant ce temps, gagnent du terrain. C'est dommage. L'appel en fait, vient confirmer une information quand même que nous avions depuis près de 2 semaines. C'est-à-dire qu'après la région de Fada, en allant vers le Bénin, il n'y a plus de FDS, c'est les terroristes en fait qui arrêtent les cas. C'est les terroristes qui jouent à la police là-bas maintenant. D'accord. Donc il y a nécessité que l'État revienne sur le terrain dans la région de l'Est. Il faut revoir un peu le maillage du territoire par les FDS. Sinon, c'est les terroristes qui feront le maillage à notre place. D'accord. Nous avons Oumar Touré depuis Bobo Dioulasso. Bonjour, Monsieur Touré. Bonjour, comment allez-vous? Oui, bien. Et du côté de Bobo Dioulasso, on vous écoute pour votre avis. Oui, ça va. Bonjour aux anciens invités et aux nouvelles. Eh bien, moi, je me dis une chose. Depuis l'attaque de Sol'a, eh bien, il y a eu des revendications démagogiques qui ont cherché la tête de Chérif Si, le ministre de la Défense, et qui l'ont obtenu parce que le chef de l'État les a suivis dans ce sens. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que malgré ce limousage que moi j'appelle démagogique, eh bien, il y a une recrudescence des attaques. Ce qui veut dire que le problème avait été mal posé. Et ceux qui ont poussé dans ce sens, ils sont dans le mutisme. Parce que, bien sûr, quand quelque chose n'est pas objectif, vous êtes obligé de rester silencieux. Mais comme nous sommes dans le même bateau, la vérité, là, la réalité objective, là, elle va rattraper tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, on peut même passer sur ce qu'ils ont fait. Mais l'infantilisme de mauvaise foi que nous continuons à avoir comme attitude, le fait par exemple de délaisser la fuite de responsabilité de nos autorités militaires et politiques pour accuser la responsabilité de la France qui sacrifie 5000 hommes. Barkhane, c'est 5000 hommes, c'est pas 4500, pour venir nous protéger. Eh bien, on pense que on doit, dans cet infantilisme, continuer à compter sur eux, plutôt que de prendre nos propres forces, de compter sur nos propres forces. Et le petit Macron, comme les panafricanistes, les pseudo-panafricanistes l'appellent, a dû convoquer nos chefs d'État qui peuvent être
ses pères ou ses grands-pères, pour faire une mise au point, pour exprimer l'indignation du peuple français et montrer sa position. Il avait été clair. Barkhane, qui est constitué de 5000 hommes, va occuper la zone des 3 frontières. Il appartient maintenant au pays de faire face à l'insécurité au niveau interne. Et il a précisé que toutes les zones qui ont été libérées, dégagées, si vous voulez, arrachées des griffes des terroristes, que ces zones-là soient occupées par l'administration locale. On ne le fait pas. Et on continue à accuser la France. Après, on se plaint de dire que la France est paternaliste. Moi, je pense que c'est à ce niveau que se pose le problème. Il y a des responsabilités qu'on doit assumer. Et si on les assumait, on allait venir à bout de ces terroristes-là. Merci, M. Touré. Merci beaucoup de votre contribution depuis Bobo Dioulasso. Rapidement. Ce qu'il a dit, c'est une triste réalité. Hein. Non, on va donner cette fois-ci la parole à Blaise Kientega. Je voulais que M. Touré comprenne que quand on pointe du doigt la responsabilité, en fait, de l'État français, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. On connaît tous l'histoire donc, des différentes opérations 6DM 80 à Madagascar dans les années 80, Barracuda, Épervier, etc., etc. Donc, on n'est pas dans une logique de victimisation, etc. Mais sachez qu'un système, pour mieux fonctionner, comme je l'ai dit, produit ses petits. Si vous remarquez aujourd'hui, tous ces jeunes qu'on qualifie de panafricains, tous ces jeunes aujourd'hui qui regardent l'Afrique autrement, regardez très bien, ce ne sont pas des jeunes qui ont été formés au lendemain des indépendances dans les universités françaises. Et ils n'ont pas formé ces gens-là, comme on le dit, ils n'ont jamais formé quelqu'un pour que la personne-là soit pour les intérêts de son pays. Ils ont toujours créé des problèmes à tous ceux qui ont voulu être nationalistes, qui ont voulu en fait débarrasser son pays de la colonisation. Et Thomas Sankara, c'est un dossier qui est partant, qui a montré que en fait, la France a quelque part joué un rôle dans l'assassinat de Thomas Sankara. Donc nous, on n'est pas en train de vouloir se victimiser, même à l'intérieur. Nous sommes d'accord qu'à l'intérieur, si on arrive à vous attaquer, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a à quelque part des gens qui sont d'accord pour ça. D'accord, et donc, on vous aura compris. Je pense que la question est tellement profonde. C'est pour cela que moi je suis de ceux qui pensent que les assemblées nationales des différents pays doivent essayer de demander en fait une révision. Est-ce qu'on ne va pas mettre en fait nos accords de défense là sur la table à l'Assemblée nationale pour qu'on discute de ça, pour que les Africains comprennent. Parce qu'on ne peut pas comprendre que en fait nous on ait des problèmes d'aller en fait comme disent certains articles de journaux, allez nous approvisionner en armes dans certains pays. Je ne comprends pas. D'accord. Merci Blaise Kientega. On va prendre le dernier appelant qui nous vient de Ouagadougou. Monsieur Zieba, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, allez-y pour votre point de vue. Merci bien et permettez-moi tout d'abord de rendre hommage et de m'incliner sur le mémoire des victimes terroristes de notre pays et récemment ceux-là qui nous ont arrachés. Je veux ici dire que je suis d'accord avec mon frère Ladi Bama pour dire qu'il y a un problème de stratégie qui est là. Mais au-delà du problème de stratégie, il y a un problème de compétence. Et je doute. Et souvent, quand on parle, les gens disent qu'on manque de respect aux gens. Mais je pense que dire ce qui est les autres vaut mieux que les pertes de milliers et des centaines de personnes. Le problème actuel au Burkina Faso, je me dis que c'est le président Kaboul. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y ait des gens dans un pays normal où il y a un service de renseignement, les gens peuvent se permettre de travailler comme ils veulent et ils affrontent arracher des vies humaines comme des animaux. Dans un pays où il y a des services de renseignement dignes de ce nom, il y a de la complaisance partout au sommet de l'État. Il faut que ça cesse. Il y a de l'incompétence quelque part. On ne peut pas admettre qu'on vient tuer des gens comme ça. Et on cache même la vérité au peuple burkinabé. Il faut que des chaînes internationales ou des chaînes africaines interrogent des populations pour que les populations donnent les vrais chiffres, pour que le gouvernement encore revienne pour communiquer. Il se fout même du peuple burkinabé en réalité. Mais cela doit cesser. Soit on
dans le tablier, il faut avoir le courage de le dire, parce qu'ils ne sont pas des animaux qui meurent. Il y a un problème de renseignement. Quand on dit que des gens viennent à Tapo, il faut aller à l'Ofotier. Mais il faut se renseigner d'abord et aller à l'Ofotier. Comment des milliers, des centaines de personnes peuvent se déplacer pour venir assassiner tout un village? Ça qu'on nie l'information et anticiper sur ces attaques-là. On ne comprend pas. Ça veut dire quoi? Il faut que les associations soient citées. D'accord. Et que chacun tire les conséquences. Merci beaucoup, de leur échec. Monsieur Zeba. Merci beaucoup de votre contribution. Rapidement, une réaction, Birba. Ça traduit un peu l'état parce que le d'esprit temps est des parti. gens. Et ce qu'il a dit, je crois que nous on l'a déjà écrit pour dire qu'actuellement, les combats au sol sont dépassés. Il faut des moyens aériens et il faut un bon service de renseignement. Sinon, nous n'allons pas pouvoir tenir face à ces terroristes-là au sol. Parce que lorsqu'ils mènent une attaque, ils savent qu'il y a du renfort qui va venir. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils minent le terrain. Ben, si vous voulez passer par le sol, vous serez toujours pris en embuscade. Donc il faut des bons services de renseignement et il faut des moyens aériens. Et c'est de ça qu'on parle tous les jours. Il faut maintenant des moyens aériens. Si on n'a pas les moyens aériens, on n'a qu'à revoir notre combat. D'accord. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, le temps imparti à cette émission est totalement consommé. Il ne reste qu'à remercier nos invités. D'abord, là du moment, il est journaliste indépendant. Il était donc avec nous. En face de lui, il y avait Blaise Quintega, journaliste, directeur de YAM Info. À côté, Juvenal Sommet, cette fois-ci je ne me trompe pas, Juvenal Sommet, journaliste et consultant, directeur exécutif de Africa Initiative for Book and Culture. Puis Idrissa Birba, journaliste et rédacteur en chef du journal Le Quotidien. Mesdames et messieurs, merci donc à tous pour votre contribution. Chers téléspectateurs, à vous également, merci de votre fidélité. Fin donc de ce numéro de Presse Éco. Excellente suite du programme sur la chaîne Au cœur de défi. À dimanche prochain, Inch'Allah.